présente aujourd'hui, je voudrais d'abord revenir sur la visite même du chef de l'État. Au nom de la province, au nom de la population de la province, je voudrais lui rendre les hommages mérités, mais aussi le remercier pour être venu au moment où la population l'attendait. Et comme père de la nation, il est venu consoler la population qui aujourd'hui est plongée dans une incertitude, mais en même temps nous connaissons des affres terribles comme vous l'avez suivi, et je tiens à le remercier sincèrement pour être venu et pour s'être adressé à la population et apporter un message de paix et de sécurité. Et nous sommes convaincus que son passage apportera beaucoup de bien et aussi résoudra beaucoup de problèmes à travers les dirigeants de la province, mais à travers également les dirigeants de notre armée et à travers chacun de ces soldats, policiers et forces de sécurité qui sont dans la région. Alors, quelle est l'origine de tous ces actes d'atrocité commises dans cette province depuis plusieurs mois? Avant de vous parler de l'origine, je voudrais d'abord vous parler du cadre, de la situation, comme vous l'avez demandé tantôt. Vous savez, la province d'Erituri a en son sein toutes les tribus du pays. Et je crois savoir que sans doute beaucoup de tribus sont passées par la province orientale avant de s'effondrer à travers le pays. Dont les notamment. Les tribus principales? Ben, écoutez, les tribus d'origine soudanaise sont passées par ici. Et même les tribus, les Andés, les Boudous, dans les Hauts-Touélés sont passés par ici. Et toutes les tribus qui habitent Mambasa et au-delà de Mambasa, dans les territoires de Bafasende, sont passés par ici. Bref, je voudrais dire ceci, c'est que nous connaissons, nous avons connu dans la région ici, une guerre interethnique vers les années 89 à 2003. Ça, nous le reconnaissons. Et c'était la fameuse guerre tribale communément appelée Hemalendu. Mais je voudrais me concentrer sur ce qui se passe. Et particulièrement dans les territoires d'Ndjougou. On a connu des tueries et des déplacements forcés. Mais avant cela, il y a eu les mêmes phénomènes dans les territoires d'Irumu. Et dernièrement, en 2018, l'année dernière, au mois de février précisément, nous avons connu également des soubresauts, mais avec une recrudescence assez prononcée. Nous avons connu des tueries de masse, des déplacements forcés, des destructions des commerces, des écoles, des hôpitaux dans les territoires d'Ndjougou. Et cette fois-ci, c'est encore pire. Et cela étonne tout le monde. Mais la particularité maintenant, ce n'est pas une question de confrontation ou de guerre entre telle ou telle tribu. Cela n'existe pas en Ituri. Mais nous avons constaté... Et pourtant on parle de guerre interethnique? Non, c'est faux. Il n'y a pas de guerre interethnique. Nous connaissons des massacres, particulièrement d'une tribu dans le territoire d'Ndjougou, et cela s'est déporté à Mahagi. Vous savez que le territoire de Mahagi est habité uniquement par les Alours. Le territoire d'Ndjougou est habité par notamment les Hema, les Lendu, les Nyali et les Mambisa, les Ndo-Okebo et d'autres. Mais on constate que ceux qui sont tués en Ndjougou, ceux qui sont principalement visés, ce sont les Hema. À Mahagi, naturellement, ceux qui meurent, ce sont les Alours, parce que le territoire est habité par les Alours. Et il y a un groupe armé qui est composé, malheureusement, des ressortissants ou des
des gens qui appartiennent à une tribu. Je parle de groupes armés, je ne parle pas de la tribu, parce qu'il faut respecter toutes les tribus, il faut respecter toutes les communautés. Ce n'est pas une communauté qui se déplace ou qui organise cela. Mais nous savons qu'il y a un groupe armé qui va tuer les populations, qui force les populations au déplacement forcé, qui détruisent. Et je peux aussi ajouter ceci, et c'est très important que vous le sachiez, il n'y a pas que les civils qui sont tués. Nous avons perdu beaucoup de militaires, beaucoup de policiers, qui sont nos forces de défense et de sécurité dans les territoires d'Ndjougou et probablement aussi dans les territoires de Mahagi, tués toujours par les mêmes gens. Mais l'identité exacte, honorable, de tous ces tueurs, puisque personne n'ose les présenter comme tels. Non. Mais qui sont-ils et qui est à leur tête? Non, écoutez, les noms sont cités. Il y a un certain Ngudjolo qui est cité et qui se trouve dans le territoire d'Ndjougou, qui organise ces tueries, ou qui est à la tête de ce groupe qui s'adonne aux tueries. Ces gens-là sont connus, parce que nos forces de défense et de sécurité en ont pris. Et plusieurs ont été présentés devant la population, et je pourrais, à la fin de cette émission, vous présenter des images de ces personnes pour vous convaincre que l'identité de ces gens-là est déjà connue, et leur leader est connu, et le groupe est connu, et nous pensons que même la localisation de ces gens-là est déjà connue. Mais, oui. Honorable, pourquoi c'est seulement l'Ituri? Dans toutes les provinces de la RDC, on ne vit pas l'extrême violence qu'on vit ici en Ituri. Pourquoi seulement en Ituri, où l'on peut enregistrer des massacres des populations? Quelle réponse je peux vous donner? Parce que pour nous, nous disons que l'Ituri a été à la pointe de la demande de statut de province. Mais malheureusement, ceux-là qui tuent, ceux-là qui détruisent, ceux-là qui poussent les populations au déplacement forcé, présentent malheureusement une mauvaise image de l'Ituri vis-à-vis des autres compatriotes congolais et aussi habillent notre pays de cette mauvaise image que le pays présente à l'extérieur. Vous estimez qu'ils n'ont pas de visée économique? Écoutez, il y a des supputations qui sont faites autour de ces problèmes-là. Les visées économiques, peut-être, mais moi je préfère plutôt, pour revenir à votre question, pourquoi seulement l'Ituri? Oui. Mais il faut demander justement, il faut que l'État fasse un travail pour qu'on mette la main sur le plus grand nombre de ces tueurs, pour qu'on leur demande, mais pourquoi vous tuez? Parce que même les lions en brousse tuent pour manger. Mais eux, ils tuent pour tuer, pour détruire. Et non seulement ils tuent, ils détruisent les êtres humains, mais ils détruisent également leur habitacle. On dirait que c'est une volonté de pousser les gens pour partir. Mais vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas tireur de ficelle, parce que généralement on dit que les politiciens qui sont dans les grandes villes créent la tension dans leur il n'y a pas de main noire derrière tout ça. Mais s'il y a des mains noires, l'État est là. Nous sommes dans un état de droit. Il faut que l'État, les services de sécurité, les services de défense, les autorités politico-administratives fassent leur travail. Mais parmi vous, est-ce que vous pouvez identifier qui sont parmi nous leaders, politiciens du coin, qui sèment la terreur et la désolation dans nos villages? Non, je pense que cette question, il faut la poser plutôt aux chefs de collectivités, les chefs de groupement, de là où partent ces tueurs. Parce que ces collectivités sont connues. Et lorsque les gens quittent une collectivité, une localité, vont ailleurs, reviennent avec chèvres, reviennent avec des ustensiles, reviennent avec des biens et reviennent avec les produits des champs. Les chefs de localité, les chefs de groupement doivent demander à ces citoyens, mais d'où avez-vous tiré ces biens-là? Donc les chefs de localité, les chefs de groupement, les chefs de collectivité, d'où partent les tueurs, d'où partent ces groupes-là, ils sont connus et l'État doit les interroger pour qu'ils puissent présenter à l'État
vous donnez les politiciens. Écoutez, moi ce n'est pas à moi de dédouaner ou d'accuser les politiciens. Parce que moi je ne peux pas jouer, ce n'est pas mon rôle d'enquêter sur ces gens-là. Mais nous avons des services qui enquêtent sur ces gens-là. Et j'ai suivi que le gouverneur de province fait un travail avec les chefs de collectivité, a chargé les chefs de collectivité et pour pouvoir justement lui identifier les leaders de ces groupes armés. Ce travail est en train d'être fait et c'est pour cela que je vous ai dit tantôt ici qu'il y a des gens qui ont été pris, qui ont été arrêtés. C'est à ceux-là qu'on doit poser la question pour qu'ils puissent dévoiler devant l'État les noms de ceux qui les tuent. Oui. Parmi les tueurs, c'est vrai qu'il n'y a que des Congolais, il n'y a pas des ressortissants des pays voisins. Encore une fois, je voudrais vous dire que nous connaissons ceux qui apparaissent, ceux qui tuent. Mais si derrière eux, il y a d'autres forces qui agissent, eh bien, c'est à l'État de pouvoir interroger ceux qui ont été arrêtés pour pouvoir communiquer sur cette question. La stabilité de l'Ituri, c'est pour quand? Parce qu'on a fait l'État le tour de Bunia jusqu'au bureau de Djougou Territoire. Sur notre parcours, c'était l'horreur, des maisons incendiées, des véhicules incendiés. On nous a même dit que des gens avaient été tués là-bas. Mais la violence en Ituri va se terminer quand? La violence en Ituri, elle est regrettable. Nous en sommes victimes. Et c'est vrai que tout pays a connu des affres de guerre pendant un moment de son histoire. Mais malheureusement, ici chez nous, il y a un groupe qui s'est spécialisé dans les tueries. Il faut plutôt cibler ces groupes-là. Parce que ce n'est pas tous les Ituriens qui s'entretuent. Je vous l'ai dit, je vous le confirme encore une fois, qu'en Ituri, il n'y a pas une guerre interethnique. Il n'y a pas des affrontements entre l'Hindou et Hema. Il n'y a pas d'affrontement entre les Alours et les Hema. Et je vous informe que dans la région ici, si il y a, lorsque, notamment les Hema et aujourd'hui les Alours, au moment où ils sont attaqués, tués, avaient pris aussi les armes, l'Ituri serait à feu et à sang. Peut-être que c'est ce qu'on cherchait, mais les Ituriens se sont retenus. Mais aujourd'hui, nous connaissons, l'État connaît les groupes, a identifié les groupes qui tuent. Il faut aller vers ces gens-là. Et c'est pour cela que nous, les parlementaires, nous avons demandé au chef de l'État, premièrement, dans un premier temps, parce qu'eux, ils tuent la population, ils tuent nos militaires, ils tuent nos policiers, ils détruisent, que l'État use la force pour rétablir, pour d'abord arrêter ces tueries, arrêter ces massacres et les neutraliser. Les neutraliser, je ne voudrais pas dire nécessairement les tuer, on peut les arrêter, mais quand quelqu'un vient avec l'arme vis-à-vis du militaire pour les tuer, arracher les armes, qu'est-ce que les militaires doivent faire? Et nous avons perdu beaucoup de militaires. Oui, mais là, c'est une solution militaire que vous préconisez. Non, mais j'arrive. Et souvent, ça ne porte pas de bruit. Est-ce que vous n'avez pas envisagé en fait une conférence intercommunautaire? Directeur, je vous ai dit ceci. Dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez demander à l'État face à un groupe qui tue ses citoyens, qui tue ses militaires? C'est l'État qui est attaqué. C'est l'État qui est attaqué. Alors, vis-à-vis de ce groupe-là, qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps? J'ai parlé que dans un premier temps, c'est ce que nous avons demandé. Mais c'est à l'État de voir ce qui est bon à faire. Mais pour le moment, en cette période ici, dans un premier temps, je ne vois pas une autre solution. Deuxièmement, que l'État maintenant, et le chef de l'État l'a promis, il va organiser une conférence, et le gouverneur nous aurait parlé de dans 3 mois, il va organiser une conférence. Et j'espère qu'au cours de cette conférence, l'État recherchera les causes et les motivations qui poussent ceux-là qui tuent les autres peuples congolais qui habitent ici à Ituri. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension régionale? Je veux dire, vous avez l'Ouganda qui est en face, qui par exemple exploite du pétrole. Il y a le Soudan du Sud, je crois, qui est un peu plus loin. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension régionale dans ce conflit en Ituri? Mais il peut y avoir
une dimension régionale, mais c'est à l'État de pouvoir appréhender cette dimension. C'est pour cela que nous avons toujours plaidé pour une diplomatie efficace, englobant la région et les chefs de l'État, le gouvernement l'a toujours fait. Souvenez-vous, même lors du mandat précédent, l'ancien chef de l'État a fait beaucoup de déplacements à l'est du pays, a rencontré plusieurs fois les chefs d'État des pays frontaliers, les pays des Grands Lacs, pour rechercher les voies et moyens pour stabiliser la région. Et moi, je crois qu'à ce stade, je voudrais vraiment encourager le chef de l'État, le gouvernement, les autorités du pays à pouvoir justement, par une diplomatie efficace, créer des passerelles qui puissent permettre à ce qu'il y ait une entraide entre États pour pouvoir primer une fois pour toutes tous ces groupes armés qui écument l'Est du pays. Alors, pardon? Quel est votre travail à vous, élus nationaux? Mais c'est ce que je vous dis. Ça fait plusieurs années que vous êtes au Parlement. Oui. Vous venez chaque fois, il y a violence chez vous et on arrive en Ituri, c'est comme si vous n'avez jamais rien fait. Mais écoutez, ça c'est une très bonne question. Je suis entré au Parlement en 1987. Mais les violences qui existent aujourd'hui n'ont pas existé en ce moment-là. Mais nous, notre travail comme parlementaires, moi je ne peux pas sortir ici, aller demander à l'armée, donnez-moi l'arme pour que je puisse aller me battre contre les gens qui tuent. Non, nous faisons rapport auprès des autorités qui gèrent au quotidien le pays. C'est à l'État congolais, c'est au gouvernement congolais de s'occuper de ces questions. Votre rapport est faible alors, le rapport que vous faites, parce que généralement on parle beaucoup plus de Béni, de la situation sécuritaire à Béni, mais en Ituri, on en parle très peu. Il y a même très peu de missions parlementaires, gouvernementales, mixtes, qui viennent par ici pour évaluer la situation. J'ai dit non. L'année dernière, l'ancien chef de l'État a envoyé plusieurs fois des missions ici. Je peux vous citer l'arrivée de l'ancien vice-premier ministre Chadari. Je peux vous citer l'arrivée ici de l'ancien vice-premier ministre toujours en 2018 et dans l'espace de 6 mois, l'ancien vice-premier ministre Mova, mais aussi il a son conseiller spécial à l'époque en 2018, ils sont arrivés ici. Alors maintenant, sans solution. Écoutez, à l'époque on a calmé la situation. Mais je dois reconnaître qu'il y a eu sans doute un relâchement. Parce que ce soit les élus du peuple, que ce soit même certains chefs de collectivités, avaient parlé de Ouago, où il y a une concentration de ces tueurs aujourd'hui. L'appellation Ouago n'est pas venue en 2019. À l'époque, on avait signalé qu'il y a des entraînements, il y a une concentration de malfaiteurs à Ouago. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité ont concentré leurs actions sur cette forêt qu'on appelle Ouago. Donc, nous avons fait notre travail. L'État a fait son travail. Mais lorsqu'il y a des citoyens ou des groupes armés qui, de manière récurrente, reviennent tuer les gens, c'est pourquoi nous élevons la voix. Et nous demandons, il faut absolument que l'État prenne ses dispositions pour pouvoir terminer ces choses-là. Mais alors, permettez, directeur, je voudrais ajouter une chose. Parce que tantôt, vous m'avez dit, mais est-ce que, lorsque je vous ai parlé de la nécessité de l'usage de la force, vous avez semblé vous étonner, mais en même temps, vous me posez la question si on ne peut pas avoir une autre solution. Mais moi, je vous dis, devant les gens qui tuent à Béni, les EDF-NAB, qui viennent, tuent des centaines de personnes. Et ici, c'est la même chose. Ceux qui sont morts, ce n'est pas 10 personnes, 20 personnes. Et d'ailleurs, même lorsqu'il y a un seul mort, c'est beaucoup. Il y a une relation avec ce qui se passe à Béni? Je ne saurais pas vous le dire. Mais il y a une ressemblance dans les modus operandi. Il y a une ressemblance. L'usage de machettes, oui, des tueries d'une extrême violence,
Et puis, je crois qu'il y a lieu de pouvoir continuer à enquêter. Et souvenez-vous, il y a quelques mois, les EDF d'Alou ont fait irruption dans la province de l'Ituri par la localité de Tchabi, dans les territoires d'Irum. D'accord. Mais est-ce que les conditions sociales de la jeunesse ne sont pas également à la base de toutes ces situations? Le chef de l'État, on l'a suivi dans son dernier meeting ici à Béni. Il s'est adressé particulièrement à la jeunesse. Mais est-ce que le chômage, la misère, bref, le non-encadrement de cette jeunesse ne sont pas également à la base de cette situation? Vous avez raison. Je ne peux pas le nier. C'est pour cela que nous, les élus de l'Ituri, nous demandons à ce que le gouvernement accorde une attention particulière, notamment à la sécurité. Et je pense que c'est la condition principale pour pouvoir parler de développement. Il faut que la sécurité revienne. Il faut que ces tueurs soient mis hors d'état de nuire. Ensuite, nous plaidons pour le développement économique. Le développement économique passe par le développement de l'énergie. Il faut que nous puissions peut-être réparer les centrales qui existent, en construire d'autres, par voie de partenariat public-privé ou privé tout court. Et aussi, la construction des routes. La construction des routes, comme la RN 27, à partir de Goli jusqu'à Kisangani, nous plaidons à ce que cette route soit macadamisée. Mais aussi développer les routes des dessertes agricoles, de sorte que le paysan qui produit son maïs, il produit ses haricots, il peut les mettre au bord de la route et le véhicule qui passe peut ramasser ses produits et ainsi permettre à la population d'augmenter son revenu. Et ceci peut permettre justement à éviter le chômage qui est important dans la région ici et aussi petit à petit résorber le chômage qui est fort ici dans la province de l'Ituri. Et vous savez, l'État ne peut pas donner du travail à tout le monde. L'État doit construire des conditions de sécurité pour permettre à ce que les opérateurs économiques congolais, comme les opérateurs économiques extérieurs, viennent investir dans notre pays. Et vous voyez que la terre du pays, et particulièrement la terre de la province de l'Ituri, est généreuse. Vous pouvez, sur un même sol, sans engrais, sans eau, faire au moins 3 récoltes par an. C'est exceptionnel, c'est formidable. Et cela n'existe nulle part au monde. Alors, Eric, si vous permettez, on passe peut-être à autre chose. Comme si cela ne suffisait pas, il y a Ebola qui s'en mêle aujourd'hui. Et quel est l'état de la situation? Est-ce que les politiciens continuent, si vous voulez, à politiser encore la maladie comme c'était de l'autre côté à Béni? Je vous confirme que dans la province de l'Ituri, les gens sont engagés dès le départ et à lutter, plutôt à observer tous les consignes édictées par ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Je ne suis pas médecin, mais je dois vous dire ceci. Et retenez ça. Ici, dans la province de l'Ituri, heureusement, on n'a pas encore connu des cas qui se sont déclarés ici. Il y a eu développement de la maladie jusqu'à la mort. Tous les cas que nous avons connus ici, ce sont des malades qui viennent soit de Butembo, soit de Béni. Et ils viennent mourir ici. Les 2 premiers cas à Tchomia venaient de là. D'autres cas ici à Bunia venaient de là. Et en ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a une observation stricte et il y a une participation, non seulement des politiques, parce qu'il n'y a pas que nous les politiques, il faut convaincre la population, que ce soit les enseignants, que ce soit les prêtres, les pasteurs. Ils ne prêchent que l'observation stricte des consignes édictées par ceux qui luttent contre cette maladie. Est-ce que cette sensibilisation est possible lorsque la population a fui son milieu d'origine? Toutes ces populations qu'on a vues en quittant Bunia pour du goût territoire, ces populations sont potentiellement des
été vecteur du virus d'Ebola. Non, vecteur non. Mais plutôt, nous devons faire attention, étant donné qu'aujourd'hui, nous avons, par exemple, dans la ville de Bounès, 2 grands cas de déplacés. Je crois que vous les avez visités, certainement. Vous êtes passé par là. Et ensuite, quand nous avons fait la route pour aller accompagner le chef de l'État en Djougou, vous-même, vous avez été témoin. Vous avez vu qu'il y a plusieurs camps de déplacés. Non seulement sur cette route-là, mais aussi en profondeur. Et il y a même des camps de déplacés dans les territoires de Mahagi. Mais aussi, il y a des camps de réfugiés dans les territoires d'Irum, pardon, d'Aru. Mais il y a aussi des camps de déplacés dans les territoires d'Irum, notamment ici à Chari et à Tchabi. Ce regroupement de populations constitue justement un danger et il y a un risque parce que, par exemple, ici dans les cas de déplacés, si jamais le virus pénètre là-bas, c'est grave, c'est catastrophique. Et c'est pour cela que ici nous voudrions rendre nos hommages, nos remerciements aux équipes médicales qui travaillent dans ce domaine, qui jusqu'ici ont su prévenir la pénétration de ces virus de manière prononcée dans la province et particulièrement dans les cas de déplacés. En tout cas, on n'a pas encore connu un cas de virus Ebola dans les camps de déplacés ici dans la province de l'Ituri. Mais maintenant, il faut travailler, il faut beaucoup travailler pour que cela n'arrive pas. Les équipes de riposte sont appuyées par vous, leader de la région? Oui, nous évidemment, moralement, par des messages, par des encouragements, nous le faisons. Alors, Eric, nous allons terminer, honorable, par cette dernière question pour revenir sur les atrocités. Est-ce que vous ne craignez pas que les mouvements puissent embraser en fait tous les territoires de la province? Non, la province est embrasée entièrement. Vous savez, dans Irumu, le vol de bétail se fait jusqu'aujourd'hui. Il y a des cas de mort jusqu'aujourd'hui. Qui volent? Dans le territoire d'Irumu, c'est principalement les FRPI. Est-ce que les FRPI, vous les connaissez, ce sont les éléments des FRPI. Et puis, maintenant, est-ce qu'ils travaillent en connivence avec d'autres forces? Nous ne savons pas. Mais ceux qui sont apparents, ce sont ceux-là. Vous allez en Djougou. Au moment où nous parlons, certainement qu'il y a des gens qui sont en train d'être tués. À Mahagi, même. Mais maintenant, ce que nous demandons à l'État, que l'État mette tous les moyens qu'il faut. C'est notre plaidoyer. Nous avons un État, nous avons un gouvernement. Nous ne sommes pas dans un pays où il y a, je ne sais pas moi, comme dans le passé, il y avait des mouvements rebelles qui contrôlaient des portions de terre dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement. Et nous demandons à ce gouvernement-là de pouvoir mettre fin à ces choses-là, à ces tueries. Parce que si nous ne le faisons pas, toutes les ressources que peut engager l'État seront captées par le problème de guerre ici. Donc, notre souhait, c'est que l'État mette tous les moyens pour pouvoir mettre fin aux guerres, mettre fin aux tueries, rétablir la paix et la sécurité, l'ordre public, et ainsi poursuivre comment dirais-je, ce programme de développement. On dit qu'il y a beaucoup d'armes ici en Ituri. Oui, il y a beaucoup d'armes. Ces opérations qui ont été lancées dans d'autres provinces, armes contre vélo, armes contre argent, pas encore. Pas ici? Pas encore. Est-ce qu'on pourrait lancer cette opération ici? Pourquoi pas? Il faut le faire. Non seulement ça, mais il faut désarmer. Parce que je voudrais vous signifier ceci. Ici, pendant les guerres tribales, il y avait principalement, je peux parler de 4 groupes armés à base ethnique. Il y avait les FRPI,
arriver par des moyens coercitifs ou par d'autres moyens, comme cela est en train de se faire, il y a un programme de Starek dans Irumu, il y a des pourparlers avec les FRPI, pour que les FRPI remettent les armes. Mais tant qu'il y a des groupes armés qui opèrent ici, dans notre province, et on les connaît, on connaît l'arsenal qu'ils ont. Ce n'est pas un arsenal comme celui de la police, non. Ils ont des armes lourdes, ils ont des mitrailleuses. D'où viennent ces armes? Mais à l'époque, ici, il y a eu des groupes armés qui ont acquis des quantités énormes d'armes. Et par exemple, aujourd'hui, en Djougou, le groupe armé ici a récupéré aussi des armes auprès de nos forces armées. Ils sont arrivés à tuer nos militaires et à récupérer quelques armes. Alors, moi je crois que cette question que vous posez, nous devons souligner l'importance de désarmer les groupes armés qui sont ici à Ituri. Tant qu'on ne désarme pas ces groupes armés, je vous assure, nous ne ferons pas la paix ici. Parce qu'ils vont toujours continuer à utiliser leurs armes. Il faut persuader par tous les moyens, les FPI, il faut persuader par tous les moyens ces groupes dans le territoire d'Ndjougou, parce que c'est le groupe armé d'Ndjougou qui opère aussi à Mahagi. Il faut que ces groupes soient désarmés. Tant que les armes ne sortiront pas de leurs mains, nos militaires continueront à mourir et nos populations continueront à être tuées. Merci beaucoup, honorable Tibassima. C'est à moi de vous remercier, directeur.